Personne n'aime l'admettre, mais la solitude pèse. On a l'impression d'un vide inconfortable, d'une pause où l'on cesse de se distraire et où l'on fait face, sans anesthésie, à ses propres limites. Et c'est justement là, dans cet espace brut et sans fioriture, que commence le véritable travail. Le monde te répète que être seul est un signe de faiblesse, mais cette narration ne sert qu'à te maintenir dépendant et fragile. La réalité est autre. La solitude est un entraînement brutal que peu de gens ont le courage d'affronter. Il ne s'agit pas de glorifier l'isolement, mais de reconnaître que si tu apprends à être avec toi-même, tu commences à gagner une force silencieuse qui ne se négocie ni ne se prête. Le stoïcisme le comprend bien. Le caractère se forge dans la difficulté, pas dans le confort. Personne ne construit de la discipline entourée d'applaudissements, ni ne développe de la clarté mentale au milieu du bruit constant. Avancer seul, sans témoin, ni gratifications immédiates, est inconfortable et difficile. Mais c'est là que tu trouves le véritable poids de tes décisions, où chaque petite victoire compte. Ne cherche pas d'excuses, ni d'échappatoire facile. Celui qui apprend à être seul cesse d'être vulnérable. Au final, ce qui te rend fort, ce n'est pas que les autres croient en toi, mais que tu ne te trahisses pas quand personne ne regarde. La solitude, bien utilisée, n'est pas une punition, c'est le filtre qui sépare l'intention de l'engagement. Il ne te reste plus qu'à te demander, vas-tu continuer à fuir devant toi-même, ou vas-tu commencer à travailler avec ce que tu as? 1. Utilise la solitude comme terrain de croissance. La vérité est celle-ci. Si tu ne supportes pas d'être seul avec toi-même, tu ne supporteras jamais rien qui vaille la peine dans la vie. La solitude n'est pas une condamnation qui te tombe du ciel, ni une injustice pour te sentir victime. C'est l'examen que tu dois passer si tu veux vraiment construire une forteresse intérieure. Arrête de te mentir en croyant que tu as besoin de la validation des autres ou que la compagnie est indispensable pour avancer. C'est l'excuse confortable de ceux qui ne veulent pas faire face à leurs propres reflets sans filtre ni distraction. Ne te trompe pas. Tant que tu fuiras de toi-même, tu resteras lié à une version faible, dépendante et superficielle. La plupart préfèrent remplir le vide avec du bruit, des écrans, des conversations qui ne signifient rien. La peur du silence est la peur de découvrir tout ce que tu as caché sous des couches d'apparence. Mais le stoïque ne cherche pas le confort, il cherche la clarté. Et cette clarté n'apparaît que lorsque tu oses rester seul avec tes pensées, lorsque tu désarmes tes propres mécanismes d'évasion et que tu fais face à ce que tu es vraiment. N'attends pas que la vie s'adapte à ta faiblesse. La vie continuera d'exiger des résultats, de la discipline et de la stabilité. Et tu ne les développeras que lorsque tu utiliseras la solitude pour t'entraîner, pas pour te lamenter. La solitude est inconfortable car elle t'oblige à regarder en face la dette que tu as accumulée envers toi-même. Promesses brisées, habitudes médiocres, objectifs abandonnés. Il n'y a personne ici pour t'applaudir, ni pour te sauver, et c'est exactement ce dont tu as besoin. Si tu dépends toujours des autres pour avancer ou pour te sentir en sécurité, tu hypothèques ton autonomie. Le stoïcisme te le dit sans fioriture. Personne ne viendra te sauver, personne ne portera ton poids. La douleur d'être seul est le prix de ta liberté et de ta croissance. Soit tu le paies, soit tu restes bloqué dans la médiocrité plaintive. Ne confonds pas être seul avec être perdu. La différence réside dans ce que tu fais avec cet espace et ce temps. Si tu l'utilises pour entraîner ton attention, pour renforcer ton caractère, pour ordonner tes priorités et accomplir même si personne ne regarde, alors la solitude devient ton plus grand atout. C'est ici que se polissent ceux qui ne veulent pas vivre à genoux. C'est ici que tu te prouves que ta parole a de la valeur, même si toi seul l'entends. Les mots vides tombent d'eux-mêmes quand personne ne les célèbre. Le silence fait mal, mais il guérit aussi. Lorsque tu oses le supporter, tu te rends compte que la plupart de tes peurs sont des constructions mentales, des fantômes alimentés par l'habitude de chercher une échappatoire. La solitude bien exploitée coupe les racines de l'auto-tromperie. Elle t'oblige à te construire de l'intérieur sans soutien emprunté ni masques sociaux.
La discipline que tu développes ici est celle qui ne se voit pas, mais qui soutient tout ce que tu réaliseras par la suite. Vas-tu continuer à fuir de toi-même ou vas-tu utiliser la solitude comme ton terrain d'entraînement? Il n'y a pas de raccourci. Le travail se fait dans l'ombre, sans témoin, sans récompense immédiate. Ce que tu fais en solitude est ce que tu es vraiment. Fais-y face. Les autres peuvent partir. Tu ne peux pas abandonner ta propre vie. Voici la vérité. Soit tu te forges dans la solitude, soit tu te brises dans la multitude. 2. Affronte ta douleur sans chercher à t'évader. Tu te réveilles avant que le réveil sonne. Tu ressens cette pression dans ta poitrine, ce malaise qui ne disparaît pas, même si tu changes de position. Tu ouvres ton téléphone sans envie, cherchant quelque chose qui te distraira, quelque chose qui éteindra ce malaise que tu portes en toi. Tu sautes d'une application à l'autre, lis des vieux messages, regardes des vidéos sans y prêter attention. Mais quand tu éteins l'écran, le poids est toujours là, tout aussi intense, tout aussi réel. Ce n'est pas une journée difficile, ni une série de malchances. Cette douleur silencieuse est le rappel de tout ce que tu n'as pas voulu regarder en face. Il y a une partie de toi qui cherche l'anesthésie, qui veut se perdre dans n'importe quoi pour ne pas sentir. Mais l'évasion ne fait que retarder le problème, elle ne le résout jamais. Le mécanisme est presque automatique. Quand ça fait mal, tu cherches une échappatoire. Manger même si tu n'as pas faim, remplir ton temps avec des tâches insignifiantes, parler avec des gens juste pour éviter de rester seul avec tes pensées. Le cerveau s'est entraîné à chercher un soulagement immédiat parce qu'il a peur de l'idée d'affronter l'inconfort. Mais chaque fois que tu fuis, tu renforces cette habitude de t'éviter, de te laisser pour plus tard. Tu te convaincs que rien ne se passe, que ça passera, que te distraire est suffisant pour aller mieux. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. La douleur que tu n'affrontes pas s'accumule. Elle devient un poids que tu portes partout et qui finit par façonner ton caractère, déformant ta perception de toi-même et de ce que tu peux supporter. Il y a une leçon que tu dois apprendre tôt ou tard. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Le problème n'a jamais été de la ressentir, mais ce que tu fais quand elle apparaît. Si tu cherches seulement à la cacher, tu entraînes ton esprit à la faiblesse. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres et faire semblant qu'il n'est pas là. Tu ne progresseras vraiment pas tant que tu ne l'ouvres pas et que tu ne vois pas ce que tu as à l'intérieur. Le stoïcisme le dit clairement. Ne contrôle pas ce qui ne dépend pas de toi, mais ce que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu fais face à tes émotions. Il ne s'agit pas de tout endurer comme si tu étais en acier, mais d'accepter que la douleur fait partie de ta vie et est la matière première avec laquelle tu vas te construire. La force n'est pas l'absence de souffrance, c'est ta capacité à la regarder sans te mentir, à la soutenir sans chercher d'excuses. Le premier pas est de cesser de chercher la sortie facile. Ne te distrais pas, ne te permets pas de t'évader. Assieds-toi avec toi-même et laisse-toi ressentir. Ne te brise pas à la première gêne, ni ne fuis quand le malaise monte. Ce n'est que lorsque tu permets à la douleur d'exister sans la déguiser que tu peux commencer à comprendre son origine, à découvrir quelles décisions t'ont amené ici et quelles parties de toi ont besoin d'une transformation. Les réponses que tu cherches n'apparaissent jamais au milieu de l'évasion. Elles se trouvent au centre de ce malaise que tu veux éviter. Affronte ta douleur sans chercher des raccourcis. Ne fuis pas l'inconfort. Ce que tu résistes te domine. Ce que tu acceptes te libère. Tu n'es pas faible parce que tu ressens de la douleur. Tu es faible si tu permets à la peur de la douleur de décider pour toi. Ne te cache pas derrière des excuses. La croissance personnelle commence lorsque tu cesses de négocier avec ton inconfort et décides de l'affronter avec une honnêteté radicale. Tu ne dois rien au confort. Tu te dois le courage de regarder en face ce qui te fait mal et de le traverser. La discipline émotionnelle se construit dans ces moments où tu pourrais fuir, mais tu choisis de rester. Et c'est la différence entre survivre et évoluer. La douleur est inévitable, l'évasion est optionnelle. 3. Construis une discipline avec des actions quotidiennes.
Il n'est pas facile de l'admettre, mais il y a des jours où je réalise que mon plus grand obstacle n'est pas l'environnement, ni le manque d'opportunités, ni même les souvenirs douloureux. C'est moi-même. C'est inconfortable de voir comment, même en sachant ce que je devrais faire, je m'invente de petites excuses pour sauter l'essentiel. J'ai ressenti dans ma chair ce piège silencieux dans lequel on tombe quand on se promet « demain je commence ». Aujourd'hui je le mérite. Cette fois cela n'a pas d'importance. Et, un après l'autre, ces petites permissions finissent par peser tellement qu'elles déforment l'image que tu as de toi-même. Parce que la discipline ne se perd pas d'un coup, elle se défait chaque fois que tu choisis le soulagement immédiat plutôt que l'engagement envers toi-même. Ce qui est difficile, ce n'est pas de comprendre ce que tu dois faire pour changer, mais de le maintenir chaque jour, même si personne ne le remarque, même si le résultat tarde à apparaître, même si la motivation ne se manifeste pas. C'est ici que la solitude joue son rôle le plus inconfortable et le plus précieux. Elle te confronte face à face avec la réalité de tes actions, sans témoin, sans applaudissements, sans personne pour te surveiller. La personne que tu es quand personne ne te regarde est la seule qui compte. Maintenant, si tu l'analyses avec froideur, toute transformation réelle commence dans le domaine du quotidien. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites, ni d'attendre qu'un grand moment arrive pour commencer. La discipline n'est pas une question de volonté inébranlable, mais de construction progressive. Il s'agit de prendre le contrôle de petites décisions récurrentes et de les exécuter sans négocier avec ton inconfort. Toute promesse que tu te fais et que tu ne tiens pas va directement dans un compte interne qui finit toujours par te coûter des intérêts. Doute, insécurité, autocritique destructive. L'esprit enregistre tout. Chaque fois que tu remets une action à plus tard, tu renforces un circuit mental d'évasion. Chaque fois que tu tiens ta promesse, même si c'est quelque chose de minime, tu construis une base sur laquelle tu peux élever n'importe quoi. La clé est de réduire la marge de négociation. Ne te demande pas chaque jour si tu en as envie, mais agis parce que c'est ce que tu as décidé. Le stoïcisme le présente comme un entraînement, non comme une épreuve d'héroïsme. Répète l'acte juste jusqu'à ce que ton caractère s'y adapte. Tu n'as pas besoin de grands gestes, tu as besoin d'une répétition constante qui te sorte du pilote automatique. L'erreur commune est de penser que la discipline est une vertu réservée à ceux qui sont nés forts ou à ceux qui ont déjà surmonté leurs faiblesses. Mais la réalité est plus crue. La discipline se forge à force de friction, en supportant l'usure quotidienne de faire ce que tu as dit, que tu ferais même quand tout en toi demande le contraire. Personne ne va te donner la permission de changer, personne ne va soutenir tes habitudes à ta place. Attendre de te sentir prêt est une autre façon de reporter ta propre transformation. La seule façon d'être fiable pour toi-même est de respecter tes décisions, même si elles semblent insignifiantes. Ces actions quotidiennes, étrangères au spectacle et à la reconnaissance, sont le matériau dont se fabrique la véritable autodiscipline. Si tu t'habitues à te respecter même quand personne ne te surveille, tu deviens maître de ta vie. Si tu te permets de te faillir encore et encore, tu deviens ton propre saboteur. Ne confonds pas discipline avec rigidité, ni avec auto-exigence vide. La discipline, c'est se rappeler chaque jour pourquoi tu as commencé et agir en conséquence, même quand il n'y a pas de récompense immédiate. C'est la décision consciente de ne pas te donner d'excuses, de ne pas laisser le confort avoir le dernier mot. Chaque action quotidienne est un investissement dans ton autonomie. Tu es le résultat de ce que tu répètes, pas de ce que tu rêves. Tes intentions grandioses ne te définissent pas, mais tes actions silencieuses. Si tu veux avoir confiance en toi, respecte tes engagements même si personne ne le remarque. Le respect de soi se construit en secret. Ce que tu fais quand personne ne te voit est ce que tu es vraiment. 4. Trouver la clarté dans le silence. Un verre d'eau cristalline sur une table. Au début, il semble propre, transparent, inaltéré. Mais il suffit de le laisser au silence, loin des secousses et du mouvement, pour que tout ce qui était suspendu commence à tomber au fond,
La poussière, les particules, les petites impuretés qui auparavant passaient inaperçues se déposent peu à peu et la surface devient si claire que vous pouvez voir à travers sans effort. C'est ainsi que fonctionne votre esprit lorsque vous osez vous arrêter, lorsque vous fermez la porte aux distractions et restez immobile, mal à l'aise, seul avec vous-même. Le silence n'est pas un vide. C'est le laboratoire dans lequel se décantent vos pensées, où les émotions brutes cessent de se débattre pour révéler ce qu'il y a vraiment sous tout ce bruit que vous avez l'habitude de porter. Dans cet état de pause forcée, lorsque les stimuli cessent de vous bombarder, vous commencez à remarquer des détails que vous ignoriez auparavant. La tension dans la mâchoire, la façon dont vos doigts se crispent par habitude, le léger tremblement dans la jambe qui ne restait jamais immobile. Chacun de ces gestes est un signe, des messages que le corps envoie pour que vous y prêtiez attention et que vous ne pouvez lire que lorsque vous vous permettez d'être en silence, sans l'anesthésie de l'immédiat. Le silence dérange parce qu'il ne tolère pas le mensonge. Il vous confronte à l'enchevêtrement de pensées que vous avez accumulées, aux décisions que vous avez préféré ne pas analyser, aux émotions que vous avez rangées dans un tiroir en espérant qu'une distraction les efface. Ici, rien ne se cache. S'il y a de l'anxiété, vous la sentez dans la poitrine. S'il y a de la colère, vous la ressentez dans les épaules. S'il y a de la tristesse, vous la trouvez dans le poids du dos. Le silence vous montre le solde réel de votre vie intérieure. Profiter de ce silence n'est pas une question mystique ni une pose de supériorité. C'est un exercice de nettoyage mental et émotionnel, aussi basique que de se laver les mains avant de manger. Au lieu de fuir ce qui apparaît, observez. Respirez lentement. Reconnaissez chaque pensée sans la juger ni vous battre avec elle. Laissez-la se déposer. Plus vous résistez à l'impulsion d'allumer un écran, de chercher l'approbation des autres ou de sauter à la prochaine tâche inutile, plus le panorama devient clair. La véritable clarté n'arrive pas lorsque tout est en ordre à l'extérieur, mais lorsque vous vous habituez à vous asseoir au milieu de votre propre désordre et à laisser l'esprit se calmer de lui-même. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Le quotidien regorge d'opportunités pour cet exercice. Éteignez le téléphone pendant le repas et remarquez comment vous mastiquez. Sortez vous promener sans musique et observez comment votre esprit réagit à la première minute de silence. Si vous vous irritez, si vous vous ennuyez, si des souvenirs ou des préoccupations commencent à apparaître, ne fuyez pas. C'est là le matériau avec lequel vous pouvez travailler. Personne ne se renforce en bouchant des trous avec des excuses. Seul s'améliore celui qui ose regarder ce que les autres préfèrent ignorer. Le silence est le filtre qui sépare l'urgent de l'important. Vos véritables priorités, vos véritables désirs, vos blessures et vos capacités se révèlent lorsque vous n'avez plus où courir. Il y a une phrase que vous devez retenir. Ce que vous n'affrontez pas dans le silence finit par vous crier dans le chaos. Si vous ne vous donnez pas le temps d'éclaircir votre esprit seul, vous finirez par vivre selon le désordre des autres, réagissant au lieu de décider. La clarté est inconfortable parce qu'elle exige de l'honnêteté, mais elle est aussi libératrice. Personne ne peut vous manipuler si vous savez en quoi vous croyez et ce que vous voulez. La solitude, lorsque vous l'utilisez ainsi, se transforme en un avantage stratégique. Ne vous contentez pas d'une vie floue. Faites du silence votre outil. La clarté est la base de toutes vos décisions. 5. Prends la responsabilité de ta propre avancée. Personne ne viendra te relever. Personne ne te poussera quand tu es bloqué. Si tu continues à attendre que le monde te donne la permission d'avancer, prépare-toi à rester assis toute ta vie. Prendre la responsabilité de ta propre avancée n'est pas une option. C'est la seule issue si tu veux cesser de traîner l'insatisfaction de toujours te sentir moins que ce que tu pourrais être. Le confort t'a menti suffisamment. Personne ne te doit rien, ni explication, ni motivation, ni opportunité servie sur un plateau. Tant que tu continues à attendre le moment parfait ou le conseil salvateur, la seule chose qui grandit est la distance entre ce que tu veux et ce que tu es réellement.
Arrête de chercher des coupables à l'extérieur, arrête de déguiser ta paralysie avec des excuses intellectuelles. L'auto-illusion ne te protège pas, elle prolonge seulement ton stagnation. Beaucoup préfèrent blâmer l'enfance, les circonstances, le mauvais temps ou le manque de ressources. Il est plus facile de rejeter la responsabilité sur n'importe quoi d'autre que sur tes propres épaules. Mais la vérité est brutale. Si tu ne prends pas le contrôle de ton avancée, tu restes à vivre en pilote automatique, répétant des cycles qui te méprisent et t'épuisent. Il n'y a pas de véritable croissance tant que tu laisses le pouvoir à l'extérieur. C'est ta tâche, et seulement la tienne, de prendre en charge ton progrès, même si cela fait mal, même si cela coûte, même si tu n'as personne pour t'applaudir. Tu n'es pas spécial à cause de tes blessures, ni de tes obstacles. Tu es spécial si tu as le courage d'arrêter de les utiliser comme justification pour rester au même endroit. Prends en charge chaque décision, chaque jour gaspillé, chaque fois que tu as choisi la distraction plutôt que l'effort inconfortable. C'est simple, ton avancée personnelle ne dépend de la validation de personne, ni de la chance, ni de l'inspiration. Elle dépend de ta capacité à cesser de négocier avec ta paresse, à cesser d'attendre que l'envie arrive magiquement. Si tu veux avancer, agis même si tu sens que tu n'as pas de force. La discipline est un muscle qui s'entraîne avec friction, pas avec des désirs. Si tu t'habitues à attendre le moment adéquat, tu finis par perdre des années dans des promesses vides. La vie ne s'arrête pas pour t'attendre, il n'y a pas de pause pour ceux qui doutent. Soit tu bouges, soit tu restes en arrière. Chaque fois que tu remets à plus tard l'essentiel, tu renforces l'idée que tu n'es pas capable. Chaque excuse est une brique dans le mur qui te sépare de la vie que tu peux construire. Personne ne va porter ce poids pour toi. Le stoïcisme est clair. Prends ce que tu peux contrôler et transforme-le en action. Si tu échoues, apprends. Si tu réussis à avancer, ne t'endors pas sur tes lauriers. Le progrès est inconfortable car il te demande de renoncer à tes propres pièges mentaux. Il n'y a pas de raccourcis honnêtes. Ce que tu ne prends pas en charge finit par te prendre en charge. Cela te rend victime, dépendant, invisible, même pour toi-même. Ne confonds pas l'autocompassion avec le courage de te transformer. Tu peux reconnaître tes limites sans les traîner comme excuses. Personne n'exige la perfection, mais on exige de la responsabilité. Si tu tombes, relève-toi. Si tu échoues, ajuste le cap. Ne te donne pas la permission de te rater encore et encore. Le respect de soi naît lorsque tu deviens implacable avec tes propres justifications. Arrête de demander la permission d'avancer. Fais-le. Personne ne va construire le caractère que tu te refuses. Il n'y a pas d'avancée sans responsabilité radicale. Tu es ta propre limite ou ta propre possibilité. Choisis de quel côté tu veux être. 6. Renforce ton autonomie émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un piège qui te vole ta force sans que tu t'en rendes compte. Si tu as besoin que les autres confirment chaque sentiment, chaque accomplissement ou chaque décision, tu remets ta stabilité entre les mains d'autrui. Tu ne peux rien construire ni maintenir de solide tant que ton humeur dépend d'un message qui arrive ou d'un regard qui approuve. L'autonomie émotionnelle n'est pas une pause, c'est une nécessité si tu veux cesser d'être un otage des circonstances. Le premier pas est de reconnaître combien de fois tu as cédé ton pouvoir, en demandant de la validation, en attendant de la reconnaissance, en ajustant ton comportement pour ne pas déranger, en cachant ce que tu ressens par peur de perdre de l'affection. Chacune de ces concessions épuise ton identité, dilue ta volonté jusqu'à la rendre méconnaissable. La solitude, bien qu'elle fasse mal, te montre avec une brutalité claire quels sont tes véritables fondements. Si tout ce que tu es vacille lorsque tu manques de compagnie, c'est un signe que tu n'as jamais construit quoi que ce soit de propre. Personne ne t'apprend enfant à réguler tes émotions. Tu apprends en copiant des réactions, en cherchant refuge dans les maux des autres, en évitant le conflit interne. Mais il arrive un moment où continuer à repousser ta maturité émotionnelle ne te laisse que plus exposé.
C'est inconfortable de l'admettre, mais ce que tu crains le plus n'est pas le rejet, mais la responsabilité de te soutenir toi-même lorsque personne d'autre ne le fait. La dépendance est confortable, car tu peux toujours blâmer l'autre pour ton malaise. L'autonomie, en revanche, exige que tu répondes de chaque émotion que tu laisses te gouverner. Combien de fois as-tu réagi impulsivement, cherché l'approbation, ressenti un vide si tu ne reçois pas d'attention? Ce cycle ne prend fin que lorsque tu décides que ta valeur ne dépend de personne d'autre. Le véritable respect de soi se construit lorsque tu choisis de ressentir ce qui surgit sans le déguiser, mais aussi sans t'y abandonner. Briser ce schéma exige un travail quotidien et silencieux. Il ne s'agit pas de devenir insensible ni de faire semblant que rien ne t'affecte, mais d'entraîner ton esprit à traiter les émotions avant qu'elles ne décident de ta conduite. Lorsque quelque chose te fait mal, avant de chercher du réconfort à l'extérieur, observe ce qui s'active à l'intérieur, la mémoire de vieilles carences, la peur d'être invisible, l'habitude de mendier de l'affection. Chaque réaction automatique est un indice sur le point exact où tu remets ton pouvoir. L'autonomie émotionnelle, c'est apprendre à te contenir, à soutenir ton malaise, sans le transformer en punition, ni en spectacle. C'est agir même lorsque le moral n'est pas au rendez-vous. C'est se taire quand la colère veut parler à ta place. C'est te donner la permission de ressentir sans te laisser entraîner. Personne ne régulera ton monde intérieur à ta place. Si tu n'apprends pas à le faire, tu seras toujours à la merci des fluctuations des autres. La discipline émotionnelle se forge dans ces moments où il n'y a pas de témoin, lorsque tu pourrais exploser ou abandonner, mais que tu choisis de traiter et d'avancer. Ce n'est pas de la négation, ni de la répression, c'est une gestion consciente. Le stoïcisme le présente sans fioriture. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou ressentent, mais tu peux décider de la réaction que tu permets. Chaque fois que tu choisis ta stabilité plutôt que la réaction, tu ajoutes une brique à ta force intérieure. Ta tranquillité ne peut pas dépendre de facteurs externes. Si tu laisses ta paix entre les mains des autres, tu vivras toujours dans une dette émotionnelle. Tu n'es pas esclave de tes réactions, tu es l'architecte de ton équilibre. L'autonomie émotionnelle, c'est ne pas négocier ta valeur. C'est pouvoir rester en silence, sans compagnie, et continuer à tenir debout. Personne ne peut te prendre ce que tu apprends à soutenir toi-même. La véritable liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission de te sentir bien. La dépendance épuise, l'autonomie libère. Décide une fois pour toutes qui contrôle ton monde intérieur. 7. Tiens de petites promesses envers toi-même. Tu te lèves et tu croises ce mot collé sur la porte du réfrigérateur. Boire de l'eau avant le café. Tu le vois, tu le lis et tu l'ignores sans y penser à 2 fois. Plus tard, tu te souviens que tu t'étais promis de ne pas vérifier les réseaux sociaux avant de terminer une tâche, mais tu cèdes à l'impulsion sous prétexte de juste regarder un message. À la fin de la journée, tu réalises que cette routine d'étirement, ce livre que tu devais lire, ce message que tu t'étais juré d'envoyer, restent en attente. Ce n'était pas un manque de temps ou de connaissances, c'était cette habitude de te mettre de côté, de remettre à plus tard ce qui semble insignifiant. Mais ce que tu ne comprends pas à ce moment-là, c'est que ces petites promesses que tu ne tiens pas sont les briques manquantes dans les fondations de ta confiance. Quand tu échoues dans le minimum, ton esprit l'enregistre. Chaque micro-trahison affaiblit ta parole intérieure, même si personne d'autre ne le sait. L'accumulation de petits renoncements devient une fracture invisible dans le caractère. Ce n'est pas une question d'un seul jour, mais du schéma que tu répètes jusqu'à ce que ta parole cesse de signifier quelque chose, même pour toi. La raison est simple. L'esprit ne fait pas de distinction entre le grand et le petit lorsqu'il s'agit de former des habitudes. Si tu permets à une décision mineure de se diluer dans des excuses, tu entraînes ta capacité à te trahir. À long terme, cette accumulation pèse plus que n'importe quelle promesse grandiose que tu fais sous l'euphorie ou le désespoir.
Les mécanismes mentaux d'auto-justification se renforcent avec chaque permission que tu te donnes. Tu commences à voir la procrastination comme une partie normale de ta façon d'être et l'exigence de te respecter s'affaiblit jusqu'à disparaître. Le résultat est un cycle d'auto-sabotage. Plus tu procrastines, moins tu te respectes, et moins tu te respectes, plus il est facile de céder à la prochaine concession. La fracture n'est pas visible, mais elle se ressent dans l'insécurité, l'apathie, l'incapacité à tenir un engagement lorsque la motivation n'est pas de ton côté. La clé est de comprendre que chaque micro-engagement est un investissement émotionnel. Tenir ce que tu te promets, aussi insignifiant que cela puisse paraître, est un entraînement quotidien de ton intégrité personnelle. Ce n'est pas seulement une question de discipline, mais d'identité. Fais le minimum, mais fais-le toujours. C'est la base. Si tu décides de commencer la journée avec un verre d'eau, bois-le même si tu n'en as pas envie. Si tu envisages de lire une page avant de dormir, ne te fais pas d'excuses. La valeur de ta parole se mesure à ce que tu fais quand personne ne te surveille et quand la récompense est invisible. Chaque petite promesse tenue renforce le muscle de ton autodiscipline. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques, tu as besoin de constance dans le minimum. Cette constance est ce qui répare les fractures du caractère et te permet de te faire confiance quand tout le reste échoue. Regarder ce processus d'un point de vue analytique aide à déconstruire le mythe de la volonté indestructible. Il ne s'agit pas d'attendre de te sentir inspiré, mais de réduire au minimum la négociation interne. Si la décision est prise, exécute-la sans ouvrir la porte aux arguments du confort. Chaque fois que tu tiens ta promesse, tu augmentes ton crédit interne. Chaque fois que tu échoues, tu paies des intérêts sous forme d'insécurité. La véritable transformation se joue dans ces détails silencieux que personne ne voit, mais que tu ne peux pas cacher. La confiance se construit dans l'intimité de tes petites actions. Tu es aussi fort que la dernière promesse que tu as tenue. Ne négocie pas ta parole. Tiens tes promesses, même si c'est seulement toi qui le remarques. 8. Transformer l'isolement en confiance en soi. Je n'avais jamais eu autant de mal à affronter le silence de mon propre espace que cet après-midi où, assis au bord du lit, j'entendais le tic-tac de l'horloge se mêler à chaque respiration tendue. Il n'y avait pas de nouveaux messages, personne n'appelait, le téléphone était immobile sur la table et la lumière entrait tiède par la fenêtre, révélant la poussière en suspension dans l'air. L'isolement n'était pas une circonstance imposée, c'était le résultat de mes propres décisions, d'avoir lâché certaines relations qui n'apportaient plus rien et d'avoir laissé d'autres se dissoudre dans la distance. Ce qui était inconfortable, ce n'était pas le calme extérieur, mais la pression intérieure, le poids de savoir que rien ni personne ne viendrait me sauver, ni remplir les vides que j'avais moi-même créés. À ce moment-là, plus que la peur, j'ai ressenti un mélange de honte et de défi. C'était mon propre jugement qui me dérangeait, pas l'absence de compagnie. La scène pourrait sembler simple, mais chaque détail était une invitation à me rendre ou à me reconstruire. Les mains agitées, cherchant quelque chose à faire, l'envie de vérifier le téléphone même si je savais déjà qu'il n'y aurait rien. La tentation d'allumer la télévision juste pour entendre des voix étrangères. Tout était une chorégraphie automatique pour ne pas affronter l'isolement, comme si l'inconfort pouvait se dissoudre avec des stimuli externes. Mais le stoïcisme n'offre pas de réconfort facile. Il exige de regarder en face ce vide et de se demander ce que vous allez y construire. La confiance en soi ne naît pas de la compagnie, elle naît du travail silencieux que vous faites quand personne ne vous observe. Il n'y a pas de raccourci. L'isolement ne se surmonte pas, il se transforme. Soit vous l'utilisez comme excuse pour vous affaiblir, soit comme une salle de gym pour renforcer chaque partie de vous qui dépendait auparavant de la validation des autres. Transformer l'isolement en confiance en soi exige un certain rigorisme inconfortable. Maintenir des routines, même si le moral est bas. Respecter des horaires, même si la paresse tire sur le corps. Tenir parole, même si la seule voix qu'il entende est la vôtre.
Vous vous rendez compte que la véritable discipline ne se sent pas héroïque, elle se sent monotone, presque insignifiante. Mais dans cette monotonie se forge la confiance de savoir que vous pouvez compter sur vous-même lorsque tout le reste échoue. Vous commencez à remarquer comment, en maintenant de petits engagements quotidiens, vous levez à l'heure, mangez de manière consciente, rangez votre espace, respectez votre entraînement physique, même si vous n'avez pas d'énergie. La sensation d'isolement perd de son tranchant et devient un terrain fertile. Le corps répond, l'esprit s'éclaircit et l'identité se solidifie dans ce fil d'action que vous seul supervisez. Ce que vous faites dans la solitude devient l'enregistrement le plus honnête de votre caractère. Il y a des moments où l'isolement vous confronte à vos propres doutes les plus durs, la voix intérieure qui répète que vous n'êtes pas assez, que chaque effort est inutile, que la solitude est une condamnation. Mais c'est là que se muscle la confiance en soi, en résistant à la tentation de chercher l'approbation à l'extérieur et en choisissant de vous répondre par des actes. Chaque fois que vous parvenez à atteindre un objectif sans témoin, vous désactivez un peu la peur de ne pas appartenir. Chaque décision tenue est une brique dans la forteresse intérieure. La confiance en soi, c'est savoir que, même si personne ne regarde, vous ne négociez pas votre parole. Faites ce que vous avez dit, même si vous êtes le seul à le savoir. C'est la racine de l'autonomie. L'isolement ne disparaît pas, il se transforme en pouvoir si vous en tirez parti. Il n'y a pas de moyen de sauter ce processus ni de déléguer la construction de votre confiance. Si vous utilisez la solitude pour vous entraîner, pour vous ordonner, pour polir ce que personne d'autre ne peut voir, la confiance en soi cesse d'être un discours vide et devient une réalité palpable. Personne ne peut vous enlever ce que vous construisez dans le silence. La solitude n'est pas une punition, c'est le berceau de votre force. Il y a des réalités qui font mal à accepter. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, chaque fois que tu laisses quelqu'un franchir tes limites, tu offres un peu de ta dignité en échange de rien. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un coup psychologique. Nous vivons dans un environnement où normaliser l'inacceptable est devenu une routine, et le prix est élevé. Des fractures invisibles dans le caractère, une estime de soi qui s'érode en silence, et ce sentiment désagréable que le pouvoir sur ta vie s'évapore entre des mains étrangères. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de cesser de négocier l'essentiel, le respect de soi. Car si ce n'est pas toi qui défends ton intégrité, personne ne le fera à ta place. La philosophie stoïque n'offre pas d'excuses. Elle enseigne que la discipline des limites et la clarté pour détecter ce qui est nuisible sont des formes d'autodéfense et non d'arrogance. Ce que tu permets, tu l'enseignes. C'est une vérité inconfortable, mais indéniable. Certains diront que c'est exagéré, que parfois il faut avaler des couleuvres pour s'intégrer. Mais tolérer l'intolérable n'a jamais été sage, ni courageux. La véritable force ne réside pas dans le fait de supporter n'importe quel traitement, mais dans le courage de dire « jusqu'ici ». Si tu veux du respect, commence par ne pas le donner gratuitement. Aujourd'hui, nous allons parler sans détour des 6 comportements inacceptables que tout homme ne doit pas supporter s'il veut vivre selon ses propres règles. Car la dignité ne se négocie pas, elle se défend. 1. Ne normalise pas le manque de respect. Le manque de respect n'est pas un accident, c'est une décision. Et chaque fois que tu le permets, tu éduques les autres sur ce que tu es prêt à supporter. Le plus grand ennemi de ta dignité n'est pas celui qui te méprise, c'est ton silence face à ce mépris. Ici, il n'y a pas d'excuse. Chaque fois que tu justifies une mauvaise attitude avec des phrases comme « c'est juste comme ça cette personne » ou « ça ne vaut pas la peine d'en faire un problème », tu te vends à bas prix. Tu deviens complice de l'érosion silencieuse de ton estime de soi. Certains croient que tolérer de petites offenses est une preuve de maturité. Erreur. Il n'y a rien de mature à normaliser le mauvais traitement. Le respect n'est pas négociable et ne dépend de l'humeur de personne. C'est le sol minimum sur lequel se construisent toutes tes relations et, surtout, ta relation avec toi-même.
Chaque fois que tu te tais face à un commentaire sarcastique, une moquerie déguisée en blague, un regard qui cherche à te rabaisser ou une attitude condescendante, ton esprit enregistre le message « C'est acceptable, c'est ce que je mérite ». Cette accumulation de micro-agressions devient le poids que tu portes jour après jour. Ne te laisse pas tromper en croyant que tu es le plus fort en supportant tout, car la force ne se mesure pas à la quantité de déchets que tu ingères, mais à ta capacité à rejeter ce qui te dégrade. Accepte moins et tu finiras par être moins. C'est le piège. Il y a une différence énorme entre être tolérant et devenir un paillasson émotionnel. Le stoïcisme ne consiste pas à baisser la tête et à avaler du poison avec un sourire forcé. Il s'agit d'avoir la clarté et la discipline pour identifier quand quelqu'un franchit la ligne et, sans perdre son calme, mettre un terme nécessaire. Laisser passer un manque de respect ne te rend pas sage, cela te rend insensible envers toi-même. Chaque fois que tu le fais, ton caractère se fracture un peu plus. Une dette interne se forme que tôt ou tard, tu devras payer sous forme de ressentiment, d'insécurité ou de colère contenue. Combien de temps penses-tu pouvoir supporter avant que cela ne te coûte cher? Il y a une vérité inconfortable, tu ne peux pas exiger le respect si tu ne te le donnes pas d'abord. Cela implique de cesser de chercher des explications à l'inacceptable et de commencer à répondre avec fermeté, même si cela signifie perdre la sympathie de certains. Je préfère perdre des gens que de me perdre moi-même. C'est la ligne emblématique que tu devrais répéter jusqu'à l'ancrer dans ton esprit. Tu n'es pas né pour être accepté à tout prix, tu es né pour être intègre. Défendre tes limites n'est pas de l'arrogance, c'est un investissement dans ta valeur personnelle. Chaque fois que tu te tiens debout et que tu mets un terme à un manque de respect, tu entraînes le muscle de ton autodiscipline, tu renforces ton estime de soi et tu te rappelles que ton intégrité est plus importante que n'importe quelle approbation bon marché. Celui qui ne peut pas te respecter ne mérite pas d'espace dans ta vie ni dans tes pensées. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Soit tu te respectes, soit tu te résignes. La décision t'appartient toujours. 2. Détecter et couper la manipulation tôt. Vous vous asseyez avec quelqu'un pour prendre un café et presque sans vous en rendre compte, la conversation tourne autour de ce que vous avez fait ou pas fait. Cette personne vous lance des phrases enveloppées de préoccupations, vous fait sentir en dette, vous glisse des culpabilités subtiles. Je le disais pour votre bien, c'est toujours moi qui dois céder. Je ne comprends pas pourquoi cela vous dérange tant si je ne faisais que plaisanter. Il n'y a pas de cris, pas d'insultes directes, mais vous sortez de là avec une gêne que vous n'arrivez pas à nommer. C'est ainsi que commence la manipulation, non pas avec des attaques frontales, mais avec des distorsions lentes et presque invisibles de votre perception et de votre volonté. Le véritable danger n'est pas ce qu'on vous fait, mais ce que vous commencez à vous faire vous-même. Parce que la manipulation agit comme un filtre mental. Peu à peu, vous vous habituez à douter de vos propres décisions, à sentir que vous devez justifier ce que vous ressentez, à céder par fatigue et non par choix. Le problème est que, lorsque vous ne coupez pas ces jeux tôt, votre esprit apprend un mécanisme toxique, celui de se trahir pour plaire à l'autre. Il est facile de se tromper en croyant que céder est synonyme de maturité. Mais il y a une différence énorme entre s'adapter et se dissoudre. La manipulation n'est jamais évidente au début. Elle se déguise en conseil, en préoccupation, voire en amour. Et c'est là que le piège devient dangereux. Vous commencez à accepter de petites distorsions de la réalité juste pour éviter le conflit, pour ne pas être difficile, pour maintenir la paix. Mais cette paix a un coût. Chaque fois que vous ignorez cette gêne intérieure, que vous justifiez une culpabilité qui n'est pas la vôtre, que vous acceptez le récit des autres sur vos propres actes, vous vous éloignez un peu plus de vos principes. Le prix se paie sous forme d'insécurité, de ressentiment accumulé, d'un sentiment de vide que vous n'arrivez pas à remplir avec aucune reconnaissance externe. Et le pire, vous vous habituez à trahir votre vérité pour acheter un peu d'harmonie superficielle. Être vigilant face à la manipulation ne signifie pas vivre dans la paranoïa, ni s'obséder avec le contrôle.
mais affinez la sensibilité pour identifier quand une interaction vous fait sentir plus petit, plus confus, moins maître de vos choix. La véritable autodiscipline n'est pas seulement de contrôler vos impulsions, mais aussi de protéger la clarté de votre pensée. Reconnaissez le jeu et sortez-en avant de vous perdre. C'est le mot d'ordre. Le respect de soi se démontre par la capacité à couper un schéma manipulateur dès le premier indice. Vous n'avez pas besoin d'explications longues, ni de chercher l'approbation pour mettre un terme. Il suffit d'affirmer votre position, d'exprimer votre malaise et de vous retirer de l'échange émotionnel si nécessaire. La peur d'être qualifié d'insensible ou d'égoïste est ce qui maintient beaucoup de gens piégés dans des dynamiques manipulatrices pendant des années. Mais la réalité est simple, celui qui vous manipule ne vous respecte pas. Vous n'êtes pas venu ici pour servir de marionnette émotionnelle, ni pour porter les fardeaux des autres aux dépens de votre dignité. La manipulation ne prospère que là où il y a confusion et culpabilité. C'est pourquoi votre tâche principale est de détecter à temps et de couper à la racine, même si cela implique de perdre certaines commodités ou des relations qui n'apportent plus rien. Rien ne justifie de remettre votre volonté à un autre. Chaque fois que vous choisissez votre intégrité plutôt que la complaisance, vous renforcez le muscle le plus important, celui de votre souveraineté intérieure. Ne vous vendez pas à bas prix. Apprendre à détecter et à couper la manipulation tôt n'est pas de la froideur, c'est prendre soin de soi. Parce que celui qui apprend à se respecter devient impossible à manipuler. 3. Protège ta confiance des trahisons. Je confesse que ce qui est le plus difficile à accepter n'est pas le dommage direct, mais la douleur froide laissée par une trahison. Pas la trahison cinématographique, bruyante et évidente, mais celle qui opère depuis la confiance, celle qui s'installe dans le quotidien et te pousse à te demander si tu as vraiment bien compris la personne en face de toi. La confiance ne se construit pas en un jour. C'est la somme de petites concessions, de vérités partagées, de silences qui ne pèsent pas. Mais il suffit d'une seule rupture, d'une fuite de ce que tu as confié, d'une promesse violée, pour que cette structure interne vacille. Le véritable problème n'est pas seulement l'acte, c'est la séquelle mentale. Tu commences à revoir chaque détail, à chercher des signes que tu ne voyais pas auparavant, à douter du sens de ce qui est dit et de ce qui est tu. Ton esprit, qui trouvait auparavant du repos dans la proximité, devient maintenant un espace de vigilance constante. Et c'est ici que tu commences à comprendre que protéger ta confiance n'est pas de la paranoïa, c'est une autodéfense psychologique. Analysons cela avec froideur. Chaque trahison opère comme un virus. Elle ne détruit pas seulement ce qui existait, mais installe dans ton système opératoire un mécanisme d'alerte qui complique les connexions futures. Tu deviens plus prudent, plus réservé, moins disposé à exposer ta vulnérabilité. Un coup caché se produit. Tu perds la légèreté de faire confiance, et en échange, tu acquiers une sorte de carapace qui promet protection, mais qui t'isole aussi. La trahison enseigne, mais l'apprentissage est amer. Si tu normalises ce type de blessure dans ta vie, tu commences à te méfier même lorsqu'il n'y a pas de raison concrète et ta capacité à construire des relations authentiques s'érode. Le stoïcisme ici ne consiste pas à bloquer la douleur ni à devenir insensible. Il s'agit de comprendre l'origine de cette fracture, d'assumer la responsabilité de tes limites et de ne jamais plus déléguer le soin de ta confiance à celui qui l'a déjà brisée. L'erreur la plus courante est de croire que pardonner équivaut à oublier ou que donner des secondes chances est un signe de maturité émotionnelle. Il y a une différence claire entre surmonter le ressentiment et continuer à permettre l'accès à ton monde intérieur à celui qui a prouvé qu'il était incapable de le respecter. Pardonner peut être une décision personnelle, mais rétablir la confiance est un privilège qui doit être gagné. Pas un droit accordé par insistance ou pression sociale. Lorsque tu ignores les signaux, lorsque tu te convaincs que ce n'était pas si grave, lorsque tu justifies l'inacceptable par peur de la solitude, tu hypothèques en réalité ta tranquillité future. Ici, une phrase emblématique prend tout son sens. Ne mets jamais ta confiance là où il y a déjà eu trahison.
Ce n'est pas de l'amertume, c'est un sens stratégique de préservation. Dans la pratique, protéger ta confiance signifie observer les schémas, pas les promesses. Cela signifie identifier si les actions des autres valident ou contredisent leurs paroles et décider, avec sérénité, à qui tu permets un accès réel à tes pensées, tes faiblesses et tes projets. Il ne s'agit pas de construire des murs infinis, mais de comprendre qu'à chaque fois que tu cèdes ta confiance à la légère, tu paries ta stabilité émotionnelle sur une roulette que tu ne contrôles pas. Le respect de soi se démontre dans la sélectivité. Tout le monde ne mérite pas de savoir qui tu es quand personne ne regarde. La confiance est un investissement à haut risque. Ta tâche est de gérer ce capital avec intelligence et sans culpabilité. Être stoïque en ce sens ne signifie pas se durcir, mais affiner ton jugement et ne pas te trahir par peur de l'isolement. Protéger ta confiance, c'est protéger ta paix. Si quelqu'un la brise, le premier devoir n'est pas de punir, mais de te retirer et de recalibrer tes frontières. Car au final, celui qui ne prend pas soin de ta confiance ne mérite pas ta présence. 4. Ne laisse pas la négativité des autres t'absorber. Parfois, la négativité des autres s'installe comme une fumée invisible dans une pièce fermée. Au début, c'est juste une gêne subtile, mais au fil des minutes, elle commence à piquer les yeux, irriter la gorge et rendre la respiration difficile. Le visage de celui qui l'aimait est inconfondable. Sourcils froncés, regard enfoncé, épaules constamment voûtées vers l'avant, voix teintée de plainte ou de pessimisme. Tu t'approches, peut-être par courtoisie ou par l'absurde espoir de lui remonter le moral, et sans t'en rendre compte, cette fumée commence à t'imprégner. Ces mots tombent lourdement, comme des gouttes de goudron, tachant de gris toute tentative de légèreté. Tu prends une gorgée de ton café et tout en écoutant le récit interminable de tout ce qui ne va pas dans le monde, tu remarques que ta posture se rétracte, que ton énergie s'épuise, comme si quelqu'un avait ouvert une valve dans ta poitrine. C'est ainsi que la négativité opère. Elle n'attaque pas, elle se filtre. Elle ne crie pas, elle contamine. Beaucoup croient qu'absorber le fardeau émotionnel des autres est de l'empathie, que prêter l'épaule à ceux qui ne savent que déverser leur misère est un signe de force ou de bonté. Erreur de calcul. Il y a une différence claire entre soutenir et se laisser utiliser comme décharge émotionnelle. La négativité chronique ne cherche pas de solution, elle cherche de la compagnie dans son puits. Si tu restes trop longtemps dans cette atmosphère, tu finis par respirer le même air vicié, convaincu que le monde est aussi sombre et hostile qu'on te le dépeint. Le pire tour de la négativité est qu'elle se déguise en réalisme. Les choses vont mal, tu ne le vois pas, te dit-elle, et peu à peu, ton regard s'obscurcit, ton jugement se contamine, et tu commences à filtrer tes propres pensées à travers le prisme d'un autre. Chaque interaction laisse un résidu, une couche de fatigue qui ne t'appartient pas mais que tu ramènes quand même chez toi, comme si elle était la tienne. La mentalité stoïque exige de la discipline même dans ce domaine. Ne pas devenir une éponge de la toxicité des autres. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de couper tout lien avec ceux qui traversent des moments difficiles, mais d'établir une limite claire entre tes émotions et celles des autres. Le geste est simple, mais peu fréquent. Écouter attentivement, mais sans absorber. Accompagner, mais sans se laisser entraîner. Imagine le muscle de ta sérénité comme une membrane sélective. Laisse entrer ce qui apporte, rejette ce qui intoxique. Quand tu sens qu'une conversation te laisse plus fatigué qu'avant, quand tu remarques qu'après avoir vu une certaine personne, ton humeur se teinte de gris, tu as l'obligation, oui, obligation, de protéger ton état mental comme une ressource précieuse et non renouvelable. Tout ce que tu entends ne t'appartient pas. C'est une phrase que tu devrais graver dans ta mémoire, car il y a ceux qui, incapables de gérer leur propre poison, cherchent à le distribuer à chaque rencontre. Le piège est subtil, car l'usure n'est jamais immédiate. C'est une érosion lente. Aujourd'hui, tu cèdes quelques minutes. Demain, tu avales le double de plaintes.
Après-demain, tu te découvres à reproduire les mêmes discours défaitistes sans t'en rendre compte. L'environnement que tu tolères est l'environnement que tu finis par habiter. Alors, observe les gestes, la façon dont ton corps réagit à certaines personnes, le type de pensée qui émerge après chaque interaction. Si tu te découvres plus irritable, plus apathique ou plus cynique après avoir passé du temps avec quelqu'un, ne néglige pas le signal. Protège ton moral comme le bien le plus fragile. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autoconservation. La force ne consiste pas à tout porter, mais à savoir quelles charges te reviennent et lesquelles tu dois lâcher avant qu'elles ne te déforment. En pratique, cela signifie apprendre à se retirer à temps, à changer de sujet avec élégance ou à mettre de la distance sans ressentir de remords. Parce que ta paix mentale n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de l'acceptation, ni pour sauver celui qui ne veut pas changer. Personne ne construit une vie intègre en respirant la fumée des autres. 5. Défends tes limites sans hésiter. Si tu ne défends pas tes limites, personne ne le fera à ta place. C'est aussi simple que ça. N'attends pas de compréhension, ne te trompe pas en espérant des changements spontanés. Le monde ne s'arrête pas pour te demander combien tu es prêt à supporter. Il avance simplement, et s'il te voit hésitant, il marchera sur toi. La principale raison pour laquelle tant d'hommes se retrouvent piétinés n'est pas la méchanceté des autres, mais leur propre lâcheté. L'auto-tromperie favorite, je ne veux pas créer de problème, ce n'est pas si grave, j'en parlerai plus tard. Non, ce que tu remets à demain devient une dette qui te pèse demain. Chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu cèdes par peur du conflit, tu envoies un message clair. Ici, tout est négociable. Ici, n'importe qui peut avancer. Et une fois que ce schéma s'installe, le secouer est 20 fois plus difficile. Il y a une différence abyssale entre être compréhensif et être une proie facile. La tolérance mal comprise est le terreau fertile où poussent les abus quotidiens. Accepter que l'on franchisse tes limites n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon. C'est le prix caché du confort, mais la facture arrive toujours. Insatisfaction, ressentiment, une sensation constante de te trahir. Combien de jours penses-tu encore offrir ta tranquillité pour éviter un mauvais moment de 5 minutes? La plupart des gens ne savent même pas où commencent leurs limites parce qu'ils ne se sont jamais assis pour les définir. Si tu ne clarifies pas jusqu'où tu es prêt à aller, les autres décideront pour toi, et je te garantis que leur standard sera bien plus bas que le tien. Tes limites ne se négocient pas avec ceux qui ne savent pas te respecter. C'est la ligne que tu dois te rappeler chaque fois que tu doutes de mettre un terme. Défendre tes limites n'est pas crier ni recourir à des scènes dramatiques. C'est avoir le courage d'être inconfortable, de maintenir ta position même lorsque la pression augmente. C'est te refuser à justifier chaque décision, à donner des explications interminables, à porter la culpabilité que d'autres veulent te transférer. Personne n'aime perdre un avantage, et quand tu décides de ne plus plaire, des reproches, des chantages émotionnels et des visages fermés arriveront inévitablement. Parfait. C'est le signe que tu es enfin en train de faire le travail difficile que tant évites, mettre de l'ordre dans ton espace vital. Si tes mains tremblent la première fois, tant mieux. Cela signifie que tu sors enfin du mode automatique et que tu assumes le coût réel de te respecter. Le stoïcisme n'est pas de la passivité, c'est une fermeté sereine. C'est savoir que le conflit occasionnel est 100 fois préférable à l'érosion lente de ton caractère. Ne te trompe pas. Permettre l'abus pour maintenir la paix est le plus grand acte de trahison contre toi-même. La vraie paix ne s'achète pas par la soumission, elle se construit en défendant ce qui t'appartient. Ton temps, ton énergie, ta dignité. Personne ne devrait avoir un accès illimité à ton attention, ni à ta bonne volonté. Celui qui ne sait pas poser de limites finit par vivre l'agenda des autres. C'est la condamnation de ceux qui n'apprennent jamais à dire stop. Alors arrête de chercher des excuses, arrête d'attendre le moment parfait, arrête d'avoir si peur du rejet. Chaque fois que tu te tiens debout, même si ta voix tremble, même si ton cœur bat plus fort, tu revendiques le droit fondamental de vivre selon tes propres termes.
Défendre tes limites n'est pas un luxe, c'est la base de toute vie respectable. 6. Ne tolère pas l'hypocrisie ni les mensonges. La vérité est inconfortable. Tolérer l'hypocrisie et le mensonge, c'est permettre à d'autres de manipuler ta perception de la réalité et pire encore, c'est donner la permission à tes propres peurs de dicter comment tu te relèves avec le monde. Chaque fois que tu acceptes un double visage ou une demi-vérité, ce que tu fais réellement, c'est négocier ta clarté mentale pour un peu de fausse harmonie. Il n'y a rien de plus corrosif pour l'intégrité d'un homme que de s'habituer à vivre avec l'ambiguïté, de détourner le regard lorsque tu détectes des contradictions évidentes ou de laisser passer ces mots que tu sais ne pas correspondre aux faits. Le prix de cette tolérance est brutal. Tu commences à te méfier de tes propres jugements, à sentir que tu dois mesurer chaque réaction, à vivre avec une sorte de filtre qui déforme ce que tu vois et entends, juste pour ne pas affronter le conflit. Le mensonge ne s'installe pas seulement dans la relation avec l'autre, mais peu à peu, il s'infiltre dans ton dialogue interne, érodant ta capacité à faire confiance à ton interprétation de la réalité. Il est facile de tomber dans le piège de justifier les petits mensonges, de te dire que cela ne vaut pas la peine de confronter, ou que nous avons tous des moments d'incohérence. Mais il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de rejeter l'habitude d'accepter l'inacceptable. L'hypocrisie est un poison subtil. Elle se déguise en gentillesse, en diplomatie, en pragmatisme. Mais au fond, ce qu'elle provoque, c'est une sensation de marcher sur un terrain instable, où tu ne sais jamais si la personne en face de toi est qui elle dit être, ou si elle porte simplement un masque commode. Et le problème ne s'arrête pas là. Lorsque tu permets que cela se répète, tu te programmes pour normaliser l'incohérence. C'est un entraînement inversé. Au lieu de renforcer ton jugement, tu l'anesthésies. L'esprit, face à la contradiction constante, finit par construire une carapace d'indifférence, ou pire encore, de cynisme. Là où il y a mensonge, il n'y a pas de confiance. C'est la ligne que tu dois graver, car sans confiance, il n'existe pas de relation qui vaille la peine. Le mécanisme psychologique derrière la tolérance à la fausse vérité est simple, la peur. La peur de rester seul, la peur du conflit, la peur qu'on te traite de rigide ou de peu compréhensif. Mais cette peur, si tu l'alimentes, devient le directeur silencieux de ta vie sociale. Tu cesses de dire ce que tu vois, tu cesses de pointer ce qui est évident. Tu deviens un complice passif d'un jeu où tu perds toujours. Le stoïcisme n'est ni froideur ni supériorité morale. C'est avoir la discipline de regarder en face, d'exiger la cohérence d'abord en toi, puis chez ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de monter des scènes, ni de chercher des confessions dramatiques. Il suffit de ne pas participer à des dynamiques où la vérité est négociée, de retirer ton énergie de tout échange, où le respect des faits est absent. C'est la véritable autodiscipline. Ne pas se taire devant le faux, ne pas récompenser la double morale par ta présence. La tentation de tolérer l'hypocrisie pour maintenir la paix est un piège très coûteux. Parce que ce qui est sacrifié n'est pas seulement le lien avec l'autre, mais ta propre sensation de congruence. Apprendre à dire « je ne joue pas selon des règles tordues » est une marque de respect de soi que peu pratique. Chaque fois que tu choisis la vérité, même si cela dérange, tu renforces cette partie de toi qui refuse d'être façonnée par la commodité des autres. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton rejet du mensonge. Ta seule distance est une déclaration de principe. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier. La tolérance à l'hypocrisie est une reddition silencieuse. Si tu veux vraiment vivre une vie digne, commence par exiger la transparence. D'abord dans tes actes, puis dans tes relations. Parce qu'à la fin, celui qui accepte la fausse vérité finit par se trahir bien avant les autres. 7. Choisis l'intégrité plutôt que l'approbation extérieure. Tu attends dans la file d'une agence, écoutant comment la conversation des autres tourne autour de qui a fait quoi, qui a la dernière tendance et qui s'intègre le mieux dans le groupe. Quelqu'un à côté de toi donne son avis avec légèreté sur un sujet qui te touche de près, déformant les faits juste pour plaire aux autres.
Tu ressens cette pression tacite dans l'air, le regard qui attend que tu acquiesces, le sourire qui réclame ta complicité. Il est facile de céder, de rire de ce qui ne te semble pas drôle, de te taire quand quelque chose te dérange, ou même d'ajouter une opinion fausse pour ne pas être mis à l'écart. Ainsi, sans t'en rendre compte, le mécanisme le plus corrosif s'active, celui de placer l'acceptation des autres au-dessus de ta propre vérité. Chaque petite décision semble inoffensive, mais le schéma qui s'installe est clair. Tu te façonnes selon l'attente collective, même si cela implique de trahir ce que tu penses ou ressens. L'analyse est simple et brutale à la fois. Lorsque tu cherches l'approbation extérieure, ton jugement devient un produit de marché. Tu l'ajustes selon la demande du moment, même si le prix est ta tranquillité intérieure. Le problème de fond n'est pas seulement l'inconfort ponctuel, mais l'habitude qui s'installe. Chaque fois que tu choisis de plaire pour t'intégrer, tu entraînes ton esprit à ignorer les alertes internes, à laisser passer les incohérences et à justifier de petites trahisons personnelles. Le résultat est une fracture silencieuse. Tu t'habitues à ne pas t'écouter, à privilégier le consensus sur l'authenticité. Ce qui semble être de la diplomatie est souvent simplement une peur de perdre le statut, le groupe, la validation momentanée. Mais la facture arrive. L'intégrité n'est jamais gratuite. Et tu le sais quand à la fin de la journée tu ressens plus le poids de ce que tu as gardé pour toi que de ce que tu as dit. Si tu analyses le processus, tu verras que la recherche d'approbation est addictive parce qu'elle est immédiate. Un geste d'approbation, un éclat de rire partagé, un « bien dit » peuvent anesthésier l'inconfort intérieur un moment, mais cette trêve est fragile et superficielle. Ce qui est sacrifié, au fond, c'est la relation avec toi-même. Parce que chaque fois que tu minimises tes principes pour éviter d'être le bizarre, ce que tu construis est une identité empruntée, un masque qui exige un entretien constant. Et personne n'a de paix en portant des masques. L'intégrité, en revanche, est inconfortable parce qu'elle exige des renoncements. Dire ce que tu penses vraiment, ne pas rire de ce qui te semble faux, te retirer d'une conversation lorsque le coût est ta tranquillité. C'est un pari à long terme, mais les dividendes sont réels, respect de soi, clarté d'esprit et la sensation que ta valeur ne dépend pas des applaudissements des autres. La stratégie stoïque est claire, définis d'abord ce que tu n'es pas prêt à négocier. Si ta vérité est inconfortable, qu'elle le soit. Si ton opinion ne s'intègre pas, tant mieux. L'intégrité pèse, mais elle libère. C'est la ligne que tu dois te rappeler lorsque l'ambiance devient pressante. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de ne pas céder ta boussole interne pour un peu d'acceptation passagère. Le respect qui compte, le seul qui demeure, est celui qui naît de ne pas te trahir, même lorsque la conséquence est le rejet. La vie se simplifie beaucoup lorsque ton bien-être n'est pas mesuré par les gestes des autres, mais par la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Sans intégrité, toute approbation est creuse. Choisis le poids de la vérité, même si cela te laisse seul un moment, car tout le reste est une dette qui tôt ou tard te sera réclamée avec des intérêts. La décision se trouve dans chaque petit acte. Préfères-tu appartenir au prix de toi-même ou te respecter et laisser l'approbation venir seulement si elle est authentique? C'est la différence entre survivre sous des masques ou vivre la tête haute. 8. Fais du respect de soi ta priorité. Je dois l'admettre, ce qui est le plus inconfortable n'est pas ce que les autres te font, mais ce que tu te permets de supporter en silence. Ce moment, au milieu d'une conversation, lorsque tu réalises que tes mots sont ignorés, que tes gestes ne comptent pas, que ta présence est presque invisible, et pourtant tu restes là, faisant semblant que tout va bien. Tu ressens une tension dans le cou, les muscles de ton visage se contractent pour ne pas montrer de gêne, et ta respiration se raccourcit légèrement, tandis que tu forces un sourire poli. C'est une scène si quotidienne et si intime que personne d'autre ne la remarque. Mais tu sais qu'à ce moment-là, tu as de nouveau choisi de rester en retrait, juste pour éviter des inconforts. L'agression n'est pas scandaleuse, mais le message est clair. Ta priorité, c'est l'autre, pas toi.
Cela fait mal d'une manière que tu ne reconnais pas toujours instantanément, mais qui s'accumule comme un fardeau invisible. Au fond, chacun sait quand il trahit son respect de soi. Cela ressemble à une sorte de démangeaison intérieure, une irritation qui ne disparaît pas, même si tu changes de sujet ou te distrais avec ton téléphone. Observe tes gestes après avoir accepté quelque chose que tu ne voulais pas. Le regard baissé, la mâchoire serrée, les mains agitées. Le corps ne ment pas. Cet inconfort est l'alarme qui te prévient que tu as de nouveau sacrifié ta valeur pour acheter un peu de tranquillité superficielle. Ce n'est pas que tu ne sais pas te défendre, c'est que, bien souvent, tu préfères l'usure lente plutôt que le conflit bref. Mais cette trêve te coûte cher. Chaque concession est un retrait silencieux de ton compte d'estime de soi. Le respect de soi ne se mendie pas, il s'exige. Cette phrase, tu dois te la rappeler lorsque tu sens que ta voix intérieure commence à s'excuser. L'image est claire. Un homme qui a fait du respect de soi une priorité n'a pas besoin de hausser la voix ni de chercher à convaincre qui que ce soit. Sa posture est différente. Dos droit, regard ferme, mots mesurés, mais directs. Il ne s'agit pas d'être agressif ni de devenir une statue de glace. C'est la différence entre occuper un espace avec naturel et demander la permission d'y exister. Observe comment les interactions changent lorsque tu cesses de t'excuser pour tes limites. Les gens t'écoutent différemment, les commentaires intrusifs se réduisent, l'ambiance devient plus claire, de petites hostilités. C'est presque physique. Le respect se ressent, se transmet, s'impose sans besoin de menaces. Faire du respect de soi ta priorité signifie cesser de chercher la validation dans les gestes des autres et commencer à mesurer ta valeur par la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu permets. C'est s'asseoir à une table et ne pas trahir ton opinion par peur d'être jugé. C'est savoir se retirer d'une conversation qui ne te fait pas de bien, changer d'environnement si nécessaire, et ne pas se sentir coupable d'éviter ceux qui vivent de la critique ou de la manipulation. Cela se voit dans les petits détails, dans la façon dont tu tiens ta parole, même si personne ne regarde, dans la décision de ne pas répondre à des provocations bon marché, dans le soin que tu t'appliques en ajustant ton cercle social lorsque tu détectes de la toxicité. Celui qui se respecte inspire le respect. C'est une loi simple, mais non négociable. Tu n'as pas à justifier chaque limite, ni à expliquer chaque décision. Le respect de soi est avant tout un acte de présence. Être là, habitant ton corps et tes idées, sans demander la permission ni s'excuser d'exister selon tes propres termes. Cela peut te coûter des amitiés, cela peut déranger plus d'un, mais la tranquillité que l'on ressent en ne se trahissant pas est irremplaçable. Respecte-toi dans les petits détails et tu verras comment le monde, peu à peu, apprend à le faire aussi. Au final, la seule paix durable est celle que tu construis lorsque tu choisis ta dignité face à toute pression extérieure. Il n'y a pas d'autre chemin. Ta priorité, c'est toi, toujours.